Donc là, c'est un cas qui est filmé par un témoin au-dessus de Rennes. En quelle année? En 2024. Elle filme ça au-dessus des habitations. Elle ne comprend pas vraiment ce qu'elle voit. Elle nous soumet son témoignage accompagné de cette vidéo. Qui est troublante. Hein. On s'est très vite rendu compte, en consultant justement les données météorologiques que l'on a demandées, que c'était quelque chose qui évoluait dans le sens du vent. Déjà, ça nous donne pas mal de pistes. Et on voyait à la base cette petite flamèche qui est une petite bougie en cire en fait, et qui vient chauffer un volume d'air. C'est un petit ballon qui évolue dans le sens du vent. Et donc, on a vu qu'il y avait quelques jours auparavant une association qui s'appelle les Semeurs d'étoiles qui fabrique justement des ballons avec des enveloppes, on va dire, biscornues ou atypiques. Voilà. Et on a retrouvé sur le site des Semeurs d'étoiles exactement ce type de ballon et la façon dont il fallait procéder pour. C'est un peu un enquêteur. En fait. Ouais, mais c'est de l'enquête. C'est de l'enquête, voilà. Lui, c'est Frédéric Courtade, un scientifique qui dirige le GEPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, ce qu'on appelle les PAN. Et au sein des PAN, il y a les ovnis. Les ovnis font partie des PAN. Quelquefois, j'emploie sans distinction le terme ovni lorsque je discute de mon travail. Est-ce que des ovnis ont déjà survolé la France? Comment sont traités les témoignages des Français qui assurent avoir vu des ovnis dans le ciel? Frédéric Courtade et le GEPAN, créé en 1977 par le très sérieux CNES, étudie-t-il vraiment les extraterrestres? Voici quelques-uns des points dont je discute avec lui dans cette vidéo qui, vous allez voir, se révèle parfois surprenante. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous donner cet iPad dans lequel on a rentré donc plusieurs vidéos. Ce que je vous propose, c'est de me dire ce qu'on voit et ce que vous avez expliqué. On est à bord du vol Air France Abidjan-Charles de Gaulle. Donc c'est un pilote qui filme? C'est un pilote et son copilote qui voient quelque chose dans leur horizon alors qu'ils ont des passagers en responsabilité dans la soute et ils sont quand même assez étonnés de ce qu'ils voient dans leur horizon. Ils ont même l'impression d'y aller dessus. On est dans le cockpit et on survole Milan. Et là, dans le cercle ici, qui a été rajouté sur l'image pour un peu plus de lisibilité, les pilotes voient dans leur horizon quelque chose qu'ils décrivent comme des points qui ont des trajectoires aléatoires, comme s'ils étaient confrontés à une bataille d'avions de chasse. Ça, c'est ce que disent les pilotes. C'est ce que disent les pilotes. En plus, le cap qu'ils mènent à ce moment-là, il y a l'Ukraine qui est... Voilà, on est assez loin, mais bon, ils se font... Voilà, ils Parce que c'est quelle année? On est en quelle année, là? Oh, là, c'est 2022. D'accord. Voilà, peut-être 2023. Donc c'est assez récent. Donc l'Ukraine, évidemment. Donc l'Ukraine, évidemment, mais sans qu'ils soient forcément inquiétés, parce que bon, ils ont quand même un bon sens. Ce sont des pilotes très responsables. Mais enfin, voilà, ils voient ce truc-là. Ils se disent, mais c'est quand même bizarre, on voit ça dans notre horizon. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On ne comprend pas ce que c'est. Voilà. Et ça, ils le disent à la tour de contrôle. Enfin, je sais pas. Ils le disent à la tour de contrôle, et bien sûr, ils font leur rapport. Mais tout ça est enregistré dans les enregistrements de vol. Mais le pilote, lui, nous a contactés de façon sans passer par la DGAC ou les services. Donc, que ce soit un pilote, que ce soit un agriculteur, un charcutier ou un haut fonctionnaire, il peut témoigner. Nous, on lui assure l'anonymat, donc le cas est anonymisé. En tant que citoyen, plus qu'en tant que pilote, finalement. Voilà, comme citoyen. Voilà. Dans ce cas-là, c'est comme ça qu'il a fait. Donc, on a enquêté sur ce que l'on voyait, sans opposer pas mal de questionnements. Donc, c'était une des premières fois qu'on nous rapportait ce type d'observation. Et en fait, ce que l'on voit là, on voit vraiment que c'est très localisé dans le ciel. Hein. Localisé, c'est-à-dire que ça bouge peu? Ça bouge peu, c'est très circonscrit à une zone aussi, c'est très bas sur l'horizon. Ce mouvement aléatoire nous interpelle à nous aussi, et puis on cherche un petit peu à comprendre. Nous, on se rend compte que ça ressemble à quelque chose de satellitaire. On a cette intuition, parce qu'on a un petit peu l'habitude. On a également ces allées-venues et les trajectoires qui sont plus ou moins reconstituées par le centre opérationnel de surveillance de l'espace, qui laissent penser que c'est quelque chose de satellitaire. Donc là, on va un petit peu plus loin. Là, on retombe sur l'origine, en fait. En fait, ce que l'on voit là, ce sont les satellites Starlink, lorsqu'ils sont à poste. Elon Musk, les satellites Starlink, c'est pour avoir Internet par le satellite. Et ces satellites, dans cette configuration très spéciale, encore une fois par un éclairement du Soleil, sont éclairés. Donc la partie antenne des satellites va réfléchir les rayonnements du Soleil dans une configuration très spécifique qui ne marche que quand cette configuration et tous les éléments de cette configuration sont alignés, c'est-à-dire le Soleil couché, nous on est côté nuit, le Soleil est couché sous l'horizon entre 32 et 45 degrés sous l'horizon, donc très bas sous l'horizon, enfin on ne le voit pas, et le Soleil est juste au droit
des satellites, il va venir éclairer une partie du ciel. Ce qui est surprenant, effectivement, c'est qu'un satellite puisse apparaître aussi bas, non? Moi, j'y connais pas grand-chose, mais... Ils sont pas si... les satellites, on en voit même plus haut, hein, on voit les reflets de satellites plus haut. Là, ils sont pas si bas que ça, ils sont à 550 km. Et la configuration fait que le reflet se fait directement par rapport à quelqu'un qui est passé dans la bonne configuration. Et ça se fait très bas sur l'horizon, hein, entre 5 et 10 degrés sous l'horizon, vous ne le verrez pas ailleurs. Et à cet endroit-là, vous pouvez voir le réseau Starlink si vous êtes dans une configuration parfaite d'éclairement du soleil. Donc on le voit depuis le sol, on a des vidéos depuis le sol aussi. D'accord. Là, vous n'avez aucun doute, c'était un satellite Starlink? Oui, on n'a eu aucun doute. Pour tout vous dire, l'enquêteur qui a travaillé sur ce dossier, qui est très, très intéressé par les cas aéronautiques, il a même contacté le pilote qui faisait d'autres vols, et en lui disant, si vous regardez à ce cap à telle heure, vous devriez voir la même chose. Ah ouais. Il leur rappelait, oui, j'ai bien vu ce que vous avez dit à ce cap, à cette heure-là. Donc on a vraiment confirmé que c'était ça que les gens voyaient. Voilà. Peut-être qu'on peut regarder un deuxième cas. Une vidéo qui nous a été adressée en 2021. Ça se passe dans l'est de la France, en Moselle. On est en soirée, le soleil vient de se coucher à l'ouest et une personne est dehors et voit quelque chose qu'elle n'arrive pas à comprendre. Elle prend son smartphone et elle filme ce qu'elle voit et elle nous envoie cette vidéo et nous on essaie de comprendre ce qu'elle a vu. Elle est assez surprise de voir ça. Et je dirais que les GEPAN en 2021 étaient aussi surpris. Hein, donc on a dû mener une enquête assez approfondie. Et on a finalement trouvé l'origine de ce que c'était et qui maintenant est très fréquent. Et qui est vu de façon régulière, je dirais, même au-dessus du territoire national. Il s'agit justement d'une phase de lancement de la fusée Falcon 9 de la société SpaceX, hein, et plus précisément la phase de passivation de du deuxième étage de la fusée, qui, avant d'être désorbitée pour entrer dans l'atmosphère, on procède à une phase de vidange des réservoirs. On appelle ça la passivation. Donc tout le carburant résiduel, hein, qui dans le cas des Falcon 9 et du kérosène liquide, l'oxygène liquide est vidangé dans l'espace. Et donc ce nuage de gaz, enfin de liquide qui est expulsé est dans cette phase-là éclairé par le soleil, qui est dans une configuration assez spéciale. Et c'est vraiment cet éclat de ce halo que les gens arrivent à voir de façon très distincte et de façon plus ou moins imposante à l'horizon. Ce sont des opérations qui se passent à peu près à 100 km d'altitude. En fonction de la configuration du soleil, ce nuage de carburant est plus ou moins bien illuminé par le soleil. Voilà. Alors effectivement, je devine ce que vous dites, c'est 2021, SpaceX, donc c'est la société, enfin l'une des sociétés d'Elon Musk. Ça n'existait pas il y a encore 10 ans, je crois. C'est ça. Ouais. En 2019, ça a été le premier lancement de 2019. D'accord. Et donc j'imagine que c'est quelque chose qui vous-même vous a surpris en 2021 parce que vous ne connaissez pas. Et comment vous êtes arrivé à la conclusion que c'était ça? Donc là, l'enquête a été menée. On a demandé également au CNES en interne. On travaille avec les services qui font la surveillance de l'espace, hein, notamment un service qui s'appelle le Centre opérationnel de surveillance de l'espace, qui surveille les satellites pour lesquels la France a un intérêt très, très, très marqué. Ce service permet également de chercher à éviter les collisions en orbite en faisant des manœuvres d'évitement par rapport à l'encombrement de certaines orbites. Et ce service, on le sollicite justement pour avoir la trajectoire de tous les objets qui passent au-dessus du territoire, puisqu'il assure aussi une fonction de protection du territoire national si quelque chose vient à mettre en danger la population. Donc on a vraiment relié l'observation à l'endroit où elle a été faite à ce moment-là, avec les trajectoires de ce qui se passait au-dessus de la zone d'observation. On a bien vu que la fusée Starlink passait à cet endroit-là, et en croisant donc la fusée Starlink et en discutant un petit peu sur les forums et avec les Américains aussi, qui étaient un petit peu plus au courant que nous, hein, de cette phase-là, puisque c'était quand même assez nouveau, hein, ces lancements, puisque c'est là aussi la mise en orbite d'une soixantaine de satellites Starlink. On est remonté petit à petit au fait que c'était ça que l'on voyait. Ça a donné lieu à une note, en fait, une note qui est publiée sur le site du GEPAN. Donc, quand je vous dis que c'est assez fréquent, il faut bien voir que SpaceX lance Falcon 9 tous les 2 jours, quelquefois 2 par jour. Et lorsque ça se passe au-dessus du territoire national, cette phase-là, en pleine nuit, c'est ce à quoi les gens sont confrontés. Donc, pour éviter d'avoir réenquêté, redéclenché tout le processus d'enquête, on est au courant du lancement. Maintenant, on sait que ça peut se passer au-dessus du territoire national et on dit aux gens, allez voir cette note qui est sur le site, ça vous expliquera ce que vous avez vu. C'est-à-dire que vous l'avez réussi à l'expliquer finalement. Oui, c'est des cas. En combien de temps d'ailleurs, vous savez à peu près
Alors c'est assez variable le traitement des enquêtes. Hein. Les gens travaillent avec des bénévoles, donc les gens ils prennent le temps qu'il faut pour pouvoir assembler les informations et vérifier les indices. Puis on travaille aussi avec les témoins qui mettent aussi quelquefois du temps à répondre. Et certains sont insistants, d'autres sont plus coulants. Je dirais, oui, le temps d'enquête varie, je dirais, de 2 mois à plusieurs années. D'accord. Parce que là, on a l'impression que vous arrivez à résoudre tout, mais parfois, vous ne comprenez pas. Okay. Et là, vous allez nous montrer un cas dans le ciel, un phénomène que vous n'avez pas réussi à expliquer. C'est ça, hein. Peut-être montrez-nous ça. Donc là, il s'agit d'une reconstitution. Hein. Ce n'est pas un film original, je tiens à le préciser. Pour resituer la scène, on se trouve sur Crozon, la presqu'île de Crozon, en Bretagne, fin 2020. La personne nous écrit et témoigne sur le fait qu'elle a été confrontée à quelque chose qui l'a beaucoup étonnée, voire beaucoup inquiétée. Elle a fait des croquis, mais elle n'a pas fait de photos. Donc c'est une personne qui est au volant de son véhicule. C'est le matin, très tôt. Il ne fait pas beau. Et elle voit quelque chose qui évolue devant elle, alors qu'elle circule un véhicule qui est caché par une futée d'arbres là. Et ensuite, ça va se dégager pour mettre en évidence 3 rectangles d'une couleur orangée très vif qui évoluent et qui la précèdent. Ces formes-là, à un moment donné, vont s'arrêter. Elle va elle-même s'arrêter pour les contempler un petit moment. L'observation a duré une petite minute. Et ensuite, selon le déroulé de la reconstitution qui est là, parce qu'on voit que la caméra est sur la portière, c'est pas du tout ce que la personne a vu. Elle l'a vu à travers sa vitre et à travers son pare-brise. Ces formes-là, ces trois rectangles lumineux, on les qualifie comme ça, se sont évaporés en rebondissant dans le paysage. C'est la façon dont elle l'a dit. Et donc, on nous a confié tout ça. On a cru ce qu'elle nous a dit, déjà. Et on a fait une enquête à distance, d'abord. Donc, en vérifiant la situation aéronautique, astronautique, météorologique, ornithologique, hein, on passe tout ce qui est possible, imaginable qui peut se passer dans le ciel. On n'a pas réussi à trouver ce que la personne avait vu. Les hypothèses ne collaient pas. Donc, on a déclenché une enquête de terrain dont les enquêteurs ont été missionnés pour aller rencontrer la personne, qui lui ont posé plein de questions, qui ont fait des entretiens additionnels, on appelle ça des entretiens cognitifs, justement, qui nous permettent justement d'essayer de verbaliser le souvenir, de détecter les faux souvenirs qui ont pu vraiment influencer son témoignage et peut-être nous donner des fausses pistes. Face à face, hein. Face à face. Donc les enquêteurs se déplacent à 2 habituellement. Quelquefois c'est l'enquêtrice du GEPAN qui va avec eux et quelquefois ils se débrouillent entre eux. Il y a des gens qui sont très intéressés pour faire des enquêtes de terrain. Vous auriez pu penser que c'était de la fabulation, que ce qu'elle disait était complètement faux. Oui. Pourquoi vous la croyez a priori? Nous, c'est l'exploitation de son témoignage, l'exploitation de son entretien cognitif, qui a été également vu par les psychologues cognitifs chez nous, hein, et par un collège d'experts, dont je n'ai pas parlé, qui est également une entité que l'on réunit 2-3 fois par an et qui regroupe des sommités au niveau national de tout ce qui peut se passer dans le ciel, hein, des anciens pilotes, des pilotes d'hélicoptères, spécialistes de drones, de parachutisme, de foudre, de plasma, de détection, des psychologues, des sociologues, des philosophes, enfin, des gens qui sont vraiment très intéressés par la façon dont les gens, ce qui se passe dans le ciel, la façon dont les gens peuvent le raconter, qui ont analysé justement l'entretien cognitif qui a été fait par ce monsieur et qui n'ont pas décelé une quelconque envie de nous challenger. Il avait vraiment vu quelque chose qu'il n'a pas réussi à comprendre. Voilà. C'était du pur témoignage. Vous dites qu'il a fait des croquis, mais il n'avait pas d'image vidéo ou photo. Il n'a pas d'image photo et vidéo. Donc ça, c'est une reconstitution que vous avez fait à partir de son témoignage. C'est ça, oui. Et donc, qu'il a validé. D'accord. Et lui, il l'a vu. Donc effectivement, 3 carrés orange, si je résume à gros traits, qui finissent par disparaître. Qu'est-ce que vous en pensez du coup quand il vous dit ça? Comment vous arrivez à la conclusion que vous ne savez pas? On déroule la méthodologie, donc je vous dis la situation, voilà, tout ce qui peut se passer dans le ciel, aussi bien dans le ciel que dans l'espace, les conditions météo extrêmes. Ensuite, on analyse l'environnement, bien sûr, et les gens se déplacent. En plus, j'ai un enquêteur qui est en Bretagne, donc qui connaît très bien la zone, hein, donc qui sait très bien qu'à cet endroit-là, il y a des éoliennes. Il y a un parc d'éoliennes, il y a un sémaphore, il y a qui travaille avec des drones pour faire de la surveillance, il y a une base militaire qui n'est pas très loin aussi, qui peut... Ça fait quand même beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais tous ces gens-là ont été interrogés. D'accord. Et ont voulu bien répondre en disant non, ça c'est pas nous. Ça c'est pas nous. Enfin, je simplifie. Oui. Donc après avoir travaillé sur toutes ces hypothèses, il n'y en a aucune qui colle vraiment avec ce que la personne a vu. Donc on n'a pas réussi à réduire l'étrangeté. Et dans le diagramme étrangeté consistant dont je vous ai parlé, l'étrangeté résiduelle est restée très importante, qui nous a conduit à classer le cas non expliqué, non identifié. Est-ce que ce visuel s'est reproduit ailleurs, ou est-ce que c'est la seule fois où on vous a parlé de ce genre de rectangle orange?
Dans ce cas-là, c'est la seule fois. Mais on a des cas en cours, dont un qui a été publié fin d'année dernière, où on a une personne qui a vu quelque chose qui s'apparente à des tores lumineux orange qui évolueraient en formation, comme s'ils étaient placés au sommet d'un triangle. On n'a pas non plus réussi à comprendre ce que la personne avait vu. Et on a 2-3 cas en France et même un à l'étranger avec des relations que l'on a avec d'autres associations qui ressemblent fortement à ce que la personne a vu. Et ces gens-là ne se connaissent pas. Voilà. Donc ça, c'est un mystère pour nous, c'est un des challenges justement pour l'avenir d'essayer de comprendre qu'est-ce que la personne a vu. Bon, l'étrangeté est très importante, là aussi on a mené toute une méthodologie d'enquête qui nous a permis de certifier que la personne avait bien vu quelque chose et que nous on était bien incapables de lui dire ce qu'elle avait pu voir. On est en train de travailler sur les autres cas et éventuellement un des cas nous portera une information qui éventuellement nous aidera à résoudre le cas qui est placé D, éventuellement le revisiter si un élément nouveau apparaît. Parce que vous revoyez des fois des cas passés que vous revoyez plus tard et que parfois, j'imagine, vous arrivez à expliquer des années après? Oui, le processus de revisite est bien documenté au GEPAN. Et l'année dernière, on a réussi à identifier un cas qui avait été classé D en 2014. Ah ouais, donc 10 ans plus tard, quoi. 10 ans plus tard, oui. Donc ça, ce sont les classements, la classification des cas qui va nous permettre de classer les cas de phénomènes parfaitement identifiés A, phénomènes probablement identifiés catégorie B, phénomènes non identifiés par manque d'information, la catégorie C, et la catégorie D qui est les phénomènes non identifiés après enquête. Donc, la part des phénomènes non identifiés après enquête, c'est 3,2%. J'ai noté 2-3 choses, c'est-à-dire qu'il y a quand même des motifs qui reviennent. C'est-à-dire souvent les gens, manifestement, voient des choses dans le ciel et puis on se rend compte soit que c'est des avions, des drones. J'ai vu même des lanternes asiatiques, là, ce genre de ballons lumineux. SpaceX, Starlink, tout ça, donc des nouveautés. Et j'ai lu que il y a un nouveau terme là qui s'appelle la vision entoptique. C'est quoi la vision entoptique? Oui, la vision entoptique, c'est l'observation par soi-même, en fait, via un instrument. On a l'impression d'observer quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui va venir vous observer. Ça se passe comment précisément? On a eu un cas il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, d'une personne qui cherchait à identifier quelque chose qu'elle avait vu dans le ciel, qu'elle n'avait pas l'habitude de voir. Et bon, on a très vite compris que c'était Jupiter qui était dans une configuration qui permettait de comprendre ce que ça qu'elle n'avait pas réussi à reconnaître. Et cette personne, en effectuant un mauvais réglage de ses jumelles pour essayer de bien focaliser Jupiter, donc c'est quand même assez difficile de focaliser Jupiter avec une paire de jumelles, le chemin optique en fait dans les jumelles s'est révélé comme un instrument et la lumière qui venait de Jupiter, dans la lumière du Soleil qui éclaire Jupiter, rentrée par les jumelles et dans une configuration très spécifique, cette lumière qui était focalisée par l'oculaire et par les objectifs de la jumelle est venue en fait lui permettre de visualiser son fond d'œil. D'accord, c'est qu'il a vu son propre œil. Ouais, il a vu son fond d'œil. Ça paraît bizarre, mais je pense que les gens peuvent se faire à l'image de ce qui s'est passé. Elle a vu son fond d'œil et elle a vu également l'état de surface de sa cornée. Voilà, C'est étonnant quand même. C'est étonnant, mais ça s'explique. On a discuté avec des opticiens et des ophtalmos qui ont bien compris que c'était ce que la personne avait vu, parce que c'est la base de certains instruments d'ophtalmo pour justement regarder la santé de l'œil. Ce que nous a décrit et plus précisément peint, puisque cette dame, au lieu de faire des photos, au lieu de faire un témoignage écrit, elle nous a fait des tableaux parce qu'elle était artiste peintre. Ah oui. Donc on avait vraiment une reconstitution très fidèle de ce que la personne avait cru voir, et tout ça, ça collait parfaitement avec son fond d'œil et je dirais l'état des surfaces d'une cornée tel qu'on peut le regarder au microscope électronique lorsque la cornée n'est pas humidifiée par les larmes. C'est assez passionnant tout ce que vous racontez, et en fait ça dit beaucoup, j'ai l'impression, de l'être humain, de l'humanité. Et c'est une partie de votre métier justement, c'est de parler aux gens, de parler là, en l'occurrence à un journaliste et à travers moi tous les gens qui vont regarder cette vidéo. Et puis parfois, j'ai regardé sur Internet, effectivement, vous allez à la rencontre de diverses personnes, notamment des ufologues, des gens qui sont passionnés par ça, qui passent leur temps à étudier ça. Alors je suis tombé sur une vidéo, pour qu'on se rende compte un peu de votre métier aussi, c'est-à-dire je suis tombé sur une vidéo où vous êtes invité par OVNI Paris, donc des passionnés d'OVNI, des ufologues, et vous êtes soumis à leurs questions. Alors pour qu'on comprenne bien, l'audience est assez critique par rapport à vous, et notamment, à un moment donné, on vous parle, il y a quelqu'un dans l'audience qui dit qu'est-ce que vous savez des OANI? Vous dites les OANI, il y a une sorte de moment un peu d'incompréhension, et la personne dit bah oui, les OANI, les objets aquatiques non identifiés. Et vous répondez que finalement vous regardez que l'espace, etc. Une autre personne, toujours dans ce même événement, dit qu'en fait il y a des ordres de plus haut, je cite, il y a des ordres de plus haut. Donc
En fait, votre quotidien, alors peut-être pas votre quotidien, mais régulièrement quand même, vous êtes confronté à des gens qui estiment que vous leur mentez, que vous cachez des choses, parce que vous ne pouvez pas dire tout, parce qu'il y a le ministère des Armées, il y a des intérêts supérieurs de l'État, etc. Comment vous le vivez, ça ? Je me rappelle très bien de cette soirée, on m'a même dit que je devrais avoir honte d'être payé pour cacher la vérité. Voilà, bon. Oui, mais en fait, voilà, nous on refuse pas le débat. Enfin, après, cette soirée-là a été assez particulière, au moins à la fin. Hein. Au départ, ils pensaient que j'allais leur raconter autre chose, et puis finalement, je suis resté sur le métier tel qu'on le vit tous les jours, donc ça ne les a pas satisfaits. Et ensuite, ils sont partis sur leur cas personnel, leur cas d'observation personnelle, des gens qui ont rencontré des extraterrestres, des gens qui ont été confrontés qui ont été enlevés, voilà. Enfin bon, c'est quelque chose qui est assez récurrent aussi. Voilà, donc c'est pas notre métier hein, de s'occuper de ces gens-là. Bon, c'est pas un phénomène aérospatial non identifié déjà. Les gens nous contactent parce que globalement ils pensent qu'on fait des recherches aussi sur les extraterrestres. C'est un petit peu ce que je vous disais, c'est pas vraiment le métier du GEPAN. Et donc nous on ne sait pas répondre à ces questions-là et globalement on leur demande d'aller raconter leur histoire. On veut bien les croire, nous on les respecte. On ne se fait pas d'idées, mais c'est à des gens qui sont plus à même de les écouter sur ces expériences extraordinaires qui ne sont absolument pas, je dirais, dans le cœur du métier du GEPAN. Et je dirais c'est quelque chose qu'on fait même en plus. Hein. Donc globalement, on veut croire les gens, on ne leur dit pas, c'est pas notre business. Oui. Nous, on essaie de les orienter vers des gens qui sont plus à même de les écouter. Et l'argument, il y a des ordres de plus haut pour y mettre un terme, vous me dites non, c'est faux. Enfin, moi, je n'ai pas d'ordre de plus haut, bien au contraire. Le GEPAN, on n'est absolument pas dimensionné pour répondre à des témoins indirects. C'est-à-dire que nous, on est dimensionné pour répondre à des gens qui ont eu par eux-mêmes. Et ni moi ni mes prédécesseurs n'ont reçu une mission d'enquête qui viendrait de plus haut en disant voilà, il y a quelque chose qui s'est passé là, enquêtez de votre côté, on ne sait pas trop, mais allez-y. Non, vraiment, nous, on s'en tient aux faits. On découle une méthodologie scientifique en s'attachant aux faits qui est souvent différente d'autres méthodologies que l'on retrouve dans certains milieux ufologiques que j'appelle forcément quelquefois pas raisonnables, où c'est plutôt l'idéologie qui prédomine, en essayant de ne prendre que les faits qui les intéressent, voire tordre les faits pour que ça rentre dans un canevas qui leur va bien. Tout ça, c'est source ensuite de complots, etc. Donc ça aussi, on est confronté. Avec Internet, j'imagine que votre métier, alors vous n'étiez pas au GEPAN à l'époque de la création d'Internet, mais avec les réseaux sociaux, avec Internet, j'imagine que vous êtes confronté à ces informations se propagent beaucoup plus vite, évidemment. C'est surtout les réseaux sociaux, oui, depuis quelques années. Alors le GEPAN n'est pas sur les réseaux sociaux en propre, il n'y a absolument pas question qu'on puisse, avec les moyens humains dont on dispose, pouvoir répondre à toutes les sollicitations. C'est le réseau social du CNES qui est sollicité. Lorsque les gens ne sont pas contents du GEPAN, ils disent ce qu'ils veulent dire du GEPAN et le CNES me demande mon avis ou répond de lui-même par rapport à ces interrogations-là. Ouais. Oui, c'est intéressant en fait parce que donc, vous êtes scientifique, le GEPAN dépend du CNES, donc c'est de la science, hein, c'est sérieux. Mais il y a une grande partie effectivement de connaissance de l'humain, puisque l'essentiel de votre travail repose sur des témoignages. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient des choses dans le ciel, qui ne comprennent pas. Ils vous en réfèrent, ils disent j'ai vu ça, je l'ai filmé parfois. Et vous, donc vous allez sur place, vous allez à la rencontre souvent, alors je dis vous, l'équipe, ouais. Vous rencontrez ces gens qui témoignent, comment ça se passe précisément? Ce sont les enquêteurs qui vont chez les gens quand c'est nécessaire. Donc une spécificité du GEPAN, qui ont travaillé avec des enquêteurs bénévoles. C'est ça. La plupart sont des bénévoles, mis à part ceux qui sont staff CNES, sont des bénévoles qui ont choisi, qui ont été volontaires pour appliquer la démarche d'enquête selon la méthodologie qui est mise en place au GEPAN pour essayer de comprendre ce que les gens ont vu. C'est quoi leur profil aux bénévoles? J'imagine que c'est des personnes âgées, parce que pour qu'ils puissent travailler bénévolement pour vous, ils ont des compétences techniques, c'est qui?
Actuellement, on a 15 bénévoles qui sont dans le pool, qui maillent le territoire national, et on a tous les profils. Et des retraités, j'en ai 3 sur les 15, dont les autres sont des gens qui travaillent, qui ont une activité professionnelle. Toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées dans le corps d'enquêteurs du GEPAN. On ne demande pas forcément de connaissances scientifiques, on demande simplement une lettre de motivation et un entretien de motivation pour savoir qu'est-ce qui les intéresse dans la démarche d'enquête. Il faut bien sûr qu'ils aient un goût de ce qui se passe dans le ciel, au niveau spatial ou aéronautique, et l'envie de donner de leur temps aussi, bien sûr, parce que ça prend un petit peu de temps d'enquêter. Nous avons des procédures de tutorat, et ils viennent au moins une fois par an au CNES, quelques jours, pour parfaire leur formation et pour avoir des informations générales qui leur permettent de mener à bien les enquêtes. Et donc précisément, si moi ou quelqu'un qui regarde cette vidéo a envie de devenir bénévole pour le GEPAN, il vous envoie un mail et il fait acte de candidature? Oui, il peut faire acte de candidature en envoyant quelque chose une lettre de motivation et son CV, on va dire, sur l'adresse générique du GEPAN, qui est gepan@cnes.fr. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre discours et dans le discours du GEPAN, c'est effectivement un grand respect pour les personnes qui témoignent. Parce que quand on parle de pan, d'ovnis, évidemment ça charrie beaucoup de fantasmes. Il y a plusieurs camps, souvent il y a ceux qui disent que les ovnis c'est n'importe quoi, c'est des gens qui pensent n'importe quoi. Il y a les autres, à l'inverse, si je prends les deux extrêmes, qui vont dire: le GEPAN nous cache des choses, on nous cache des choses, et en fait les extraterrestres, ils sont venus sur Terre avec les ovnis, etc. Et puis il y a un peu ce qui se situe au milieu. Mais dans votre discours, il y a quand même un grand respect de la parole du témoin. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il ne ment pas, qu'il a vraiment vu ça. Oui, on recense à peu près 2 à 3% de canulars parmi les 800 signalements qu'on a chaque année, donc c'est quand même assez peu. 800 par an, donc environ 800-900. 800 signalements et à peu près 3% de canulars, peut-être un peu moins. Voilà. On détecte peut-être pas tous, mais enfin, globalement, on voit à peu près la sensibilité des gens. Mais c'est vrai que dans le domaine, c'est une communauté qui est assez bien déterminée, où il y a vraiment un clivage entre les sceptiques et les croyants, entre les gens qui disent que le GEPAN est utile, qui disent que le GEPAN c'est n'importe quoi. Oui, voilà, parce qu'il y a des gens qui se demandent à quoi vous servez finalement. Exactement, donc il faut se situer, nous on se situe au milieu, on garde des gens notre calme par rapport à ces situations-là, parce que quelquefois on est confronté à des gens qui n'acceptent pas nos conclusions, ou où vous avez mis le doigt sur le fait on nous cache toujours des choses. Quelquefois, je dirais même plutôt souvent, à la fin des témoignages, vous nous direz si vous savez ce que vous savez, vous nous le direz si vous pouvez. Il y a toujours cette notion de secret, de choses qui... Donc tout ça, il faut bien sûr faire avec, et il faut en tenir compte, et quand on est confronté la première fois, ça nous va ou ça nous va pas. C'est clair que, et c'est notamment les enquêteurs, lorsqu'ils voient les témoins, il faut qu'ils fassent preuve de ce respect, c'est ce qu'on leur demande. Les gens qui nous contactent ont tous vu quelque chose. Voilà. Alors la façon de l'interpréter, de le raconter, les émotions que ça suscite, ça amène plein de variables dans leur comportement. Mais ils ont tous vu quelque chose, ça c'est sûr. Je vais vous citer une citation que vous avez dite lors d'une interview à Telescope Magazine. Vous dites « La question de la présence d'une autre forme de vie dans l'univers m'a toujours interpellé. C'est pour ça que j'ai travaillé dans le secteur spatial. En revanche, il y a une mouvance autour des ovnis qui n'est absolument pas raisonnable. » Donc vous avez une curiosité, j'ai l'impression, pour la vie extraterrestre et pour ce qui se passe dans le ciel, tout en ayant des racines et une formation scientifique. Et vous êtes un peu dubitatif quand vous dites il y a une mouvance autour des ovnis qui n'est absolument pas raisonnable. Comment vous vous situez, quoi? Je ne suis pas le premier à dire que la place de l'homme dans l'univers serait unique en termes de forme de vie. Alors je ne sais pas comment on qualifierait la vie ailleurs, mais on pourrait prendre bien des formes, on peut avoir plein d'imagination. Mais tout ça, c'est quand même très très loin de nous. Pour que quelqu'un ait l'idée, la technologie, l'envie de venir nous visiter, de se poser près de nous, d'interpeller les gens, ou tout ce que l'on peut raconter, on peut bien sûr en être convaincu lorsqu'on peut le vivre, mais pour ma part, c'est pour ça que je reste raisonnable par rapport à ce que
j'ai pu apprendre et l'humilité qu'il faut avoir par rapport à cette question-là lorsque l'on va travailler sur des aspects dimensionnels immenses et infinis, de voir que quelque chose, pourquoi la Terre, que l'on voit à peine lorsqu'on se situe aux confins du système solaire, pourrait intéresser des gens qui s'ils avaient envie de nous visiter, viendraient s'y égarer. Et de loin, vous voulez dire, parce qu'effectivement, s'ils viennent de loin, pourquoi ils iraient sur la Terre plutôt que sur une exoplanète quelconque? Oui, voilà, c'est ça. On parle des ovnis, mais il y a un point qui me semble majeur dont il faut parler, c'est la sécurité nationale. C'est-à-dire que, outre la question de savoir s'il y a des extraterrestres qui sont dans le ciel, il y a aussi peut-être des armes qui se développent dans le ciel, des satellites, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. On a parlé des États-Unis, mais il y a aussi la Chine, la Russie. Est-ce que la sécurité nationale est un des enjeux de votre métier? Non, pas du tout. Hein. En fait, voilà, le GEPAN est raccroché à la direction technique et numérique du CNES, qui est une des plus grosses directions exécutives du CNES, en tant que service d'expertise. On n'est pas dans les directions stratégiques ou les directions même de la communication. Hein. Voilà, moi, je viens vous parler, mais mon métier, c'est pas forcément de faire la communication, c'est vraiment de répondre avec une méthodologie scientifique, puisqu'on est considéré comme un service d'expertise. Tout ce qui relève de la sécurité nationale, et notamment de l'espace en tant que terrain de confrontation, ce qui est vrai, c'est le cas. Confrontation internationale, là, ça relève du ministère des Armées, de l'armée de l'air et de l'espace. Après, il y a eu cette fameuse histoire, dont d'ailleurs, sauf erreur de ma part, on ne sait toujours pas les tenants et les aboutissants, c'est ces drones au-dessus des centrales nucléaires. Vous savez, il y a eu une commission sénatoriale sur ce sujet. Oui. Ça fait partie de champs de... Quand vous voyez des drones comme ça, ça c'est acté, qu'il y a eu des drones qui ont été au-dessus de centrales nucléaires. Si les gens ont reconnu des drones, c'est plus notre métier. Nous, on s'attache à reconnaître ce que les gens n'ont pas éventuellement pu reconnaître. Si c'est des drones, ben voilà, c'est des drones. Et puis si c'est au-dessus de centrales nucléaires, c'est quand même le business soit de l'État, soit d'EDF, soit de je ne sais qui. Je ne sais pas, je n'ai pas en tête les résultats du rapport sénatorial, mais c'est vrai que autour des sites nucléaires, alors pourquoi les sites nucléaires? Parce qu'il y a peut-être un mystère autour de ces sites nucléaires aussi par rapport au grand public. On a l'impression qu'il y a toujours ce sont des théâtres d'observation assez récurrents de gens, peut-être parce qu'ils craignent par leur sécurité, parce qu'il y a un mystère autour du nucléaire, qui croient que des gens vont aller espionner ou que d'autres entités vont aller voir ce que la France ou le monde est capable de faire en termes de technologie. En tout cas, c'est un fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de témoignages qui sont proches de centrales nucléaires. Ouais. Je ne dis pas que c'est vrai ou faux, c'est pas mon sujet, mais on constate qu'il y a beaucoup de témoignages liés aux centrales nucléaires. Oui, il y en a eu par le passé, c'est un petit peu moins le cas actuellement. Ça a été étudié, je vous dis, mais pour vous, en termes techniques, il n'y a pas une raison particulière qu'au-dessus des centrales nucléaires? Absolument pas. Absolument pas. Je pense que c'est plutôt c'est une position, je dirais, en disant voilà, il y a quelque chose qui est très important et qu'il y a des gens qui essaient de voir ce qui s'y passe, que ce soit d'origine humaine ou d'autres origines. Hein. On a vu de tout par le passé. Globalement, si on a reconnu que c'est un drone, déjà beaucoup plus de la moitié du chemin est fait pour nous. Je voudrais qu'on parle d'intelligence artificielle. Le développement de l'intelligence artificielle permet de créer des images notamment. Alors évidemment, j'imagine que l'activité du GEPAN a dû être bouleversée par l'apparition des téléphones portables, par le fait qu'on puisse filmer tout un tas de choses. Avec l'intelligence artificielle, on peut créer n'importe quelle image aujourd'hui. Est-ce qu'à l'avenir, vous ne risquez pas d'être confronté à une multitude d'images, vidéos fabriquées? Alors c'est un petit peu déjà le cas, pas la fabrication, mais nous, notre travail, lorsqu'on reçoit une vidéo ou une photo, on a tout un travail d'authentification qui est fait. Donc on a développé, avec un industriel, depuis plusieurs années, un logiciel d'authentification d'images et de traitement d'images aussi, bien sûr, mais d'authentification, déjà pour valider que le support sur lequel on va travailler n'est pas lui-même falsifié, modifié, filtré. Et donc sur le logiciel avec lequel on travaille, on a rentré tous les paramètres de tous les appareils photo qui sortent dans le monde. Hein, quand un appareil sort, et si on n'a réussi pas à avoir les données sur Internet, on loue l'appareil pour les récupérer. Et on rentre ces données. Donc si vous envoyez une image, on saura qu'elle est prise avec tel type d'appareil, que le flash n'était pas allumé, que le focus était éteint. Voilà. Donc ce sont des données qui sont cachées dans les images. On appelle ça les métadonnées.
Et ces métadonnées nous renseignent notamment si c'est pas une image qui est générée par l'intelligence artificielle. Donc je ne dis pas qu'on ne peut pas reconnaître à tous les coups, parce qu'il est clair que les tricheurs ont souvent un coup d'avance par rapport aux gens qui essaient d'authentifier. Mais globalement, on est assez bien paré pour l'avènement des IA génératives d'images. Ouais. Et à l'inverse, vous utilisez l'IA pour votre activité, pour aller plus vite, pour automatiser des tâches? Alors, c'est pas, dans le traitement de l'enquête, ce n'est pas encore tout à fait le cas, parce que nous, comme vous avez pu le constater, on reste quand même assez très proche des témoins et très proche de l'humain. Mais on se sert d'outils de l'IA, oui. On a rentré notamment tous les coordonnées des éoliennes sur le territoire national, et en fonction d'un point bien précis, on est capable de voir ce que la personne a vu avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle a en point de mire, et quels sont par exemple les clignotements d'éoliennes qu'elle est susceptible de perceptible et d'avoir pu confondre avec quelque chose qu'on n'a pas pu identifier. Ce sont des choses qui sont gérées par l'intelligence artificielle. Ce sont des petits outils, ce sont plutôt des routines que de l'intelligence artificielle. Pour conclure, je voudrais qu'on parle un peu de philosophie, parce que je trouve que votre métier, il est fascinant. Moi, je le trouve fascinant. Évidemment, il y a une grande part qui relève de l'humain, de la science, mais quelque part, c'est un peu, ça pose la question philosophique le fait de ne pas savoir, d'accepter peut-être de ne pas savoir, de douter. Est-ce que vous, dans cette activité, ça a changé votre façon de percevoir la vie, le monde, les choses, tout simplement? En fait, on n'est pas tout à fait le même homme, hein, après avoir fait pendant qu'on fait ce métier, et sûrement après l'avoir fait, c'est clair qu'on est confronté donc au grand public. Déjà, jusqu'à présent, avant de travailler au GEPAN, mes relations, c'était des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, des dirigeants de société, des acheteurs. Bon, là, c'est vraiment le grand public, qui vient avec son background, qui vient avec ses croyances, qui vient avec sa politesse, plus ou moins, voilà. Et donc, il faut savoir réagir en conséquence, en gardant son calme et en n'oubliant pas qu'on représente le CNES. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui est très enrichissant finalement. Hein. Et après, oui, j'avais du mal à imaginer qu'il y a quand même une frange de la population qui est très intéressée par ça. Et quand je dis qu'il n'est pas raisonnable, je ne porte pas un jugement, hein, mais c'est des gens qui voilà, quelquefois, certaines personnes vont croire dur comme fer des choses qui se sont auto-suggérées. Moi, je respecte très bien. Nous on respecte, on fait très attention dans notre métier. Quand les gens nous contactent, on essaie d'évaluer, même si on n'est pas forcément formé pour ça, mais on a des procédures avec toute la hiérarchie du CNES, d'évaluer qu'est-ce qui est de notre responsabilité de réponse et jusqu'où va, dans certains cas, le fait de répondre une réponse qui n'est pas satisfaisante, qui pourrait être qualifiée de non-assistance à personne en danger. Ah d'accord, parce qu'il y a des gens qui sont troublés, qui vont vous dire, moi si on ne me croit pas, je fais un malheur. Alors, quand on vous dit ça, il faut qu'on réagit. On doit dire. Voilà. Donc on a une procédure, hein, c'est procéduré. Comment vous faites ? On a toute une procédure au CNES qui permet d'avertir tous les personnels qualifiés pour remettre éventuellement en route ce qu'il faut, ce qui est de nature à être mis en route par ailleurs. Donc tout ça, c'est quelque chose auquel on peut être confronté. Et c'est ça, c'est la confrontation avec le grand public, avec des diversités. On fait très attention aussi aux gens qui font du prosélytisme. Hein. Parce qu'il y en a qui gagnent de l'argent ou cherchent à gagner de l'argent sur des positionnements. Ce qui relève du sectaire, si vous voulez, en essayant d'avoir des adeptes de leur théorie. Donc on essaie même si c'est pas notre métier, on est tellement confronté à tous les champs possibles imaginables, on a des relations avec des associations de lutte contre la manipulation mentale et on essaie de croiser les informations avec celles qu'ils ont, et si quand même quelque chose se dégage, on apporte notre pierre à l'édifice. Faites attention, ce truc-là, ça ne prend pas un bon chemin. Voilà. Ça, c'est par rapport aux gens, mais par rapport à vous-même, est-ce que parfois ça vous arrive du coup de douter, de voir des cas et de douter en fait sur la vie extraterrestre, sur votre place dans le monde,
Je ne pense pas être celui qui découvrira une vie extraterrestre. Hein, je ne pense pas être celui-là. Après, douter de la place de l'homme dans l'univers, je ne vais pas y revenir, mais pourquoi on serait tout seul? Pourquoi un et pas deux et pas trois? Voilà, mais tout ça, c'est une autre science qui est très loin du fait que les gens viennent nous visiter. Et pourquoi ils viendraient nous visiter? Voilà. Mais on reste ouvert. Hein, de ce que l'on sait de l'immensité, ne serait-ce que de la galaxie, il faut rester humble hein, par rapport aux travaux de recherche de la communauté qui travaille dans le domaine des sciences de l'univers. Et voilà, des traces de vie, on n'en a pas trouvé dans le système solaire, on essaie d'en rechercher ailleurs. J'y ai travaillé aussi, moi, par le passé, et je sais que c'est très compliqué, hein, nous, pauvres humains, d'essayer d'aller explorer des planètes lointaines ou des lunes potentiellement habitables. Donc, moi, je reste ouvert. Mais je ne pense pas être celui qui découvrira les extraterrestres, mais c'est donc jamais. Bon. Je vous remercie en tout cas du temps que vous m'avez consacré. J'invite les gens à regarder cette vidéo, à nous dire ce qu'ils en ont pensé, éventuellement à poser des questions. J'essaierai d'y répondre, quitte à vous contacter pour préciser 2-3 points si on n'a pas été clair dans cette discussion. Merci beaucoup. Merci à vous.